Bonjour Rachel. Bonjour Grégory. Ça va, vous nous entendez bien? Ok. Content d'être là avec toi Rachel. Trop cool. Également. Il y a une accroche derrière toi où c'est marqué 1 milliard. Tu m'avais pas prévenu. J'ai envie de dire, j'ai plein de questions autour. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours avant. Et puis, ce qu'on se disait dans les coulisses, c'est qu'on va parler de train un peu, parce qu'évidemment, c'est ton sujet à toi. Et on va parler surtout de cette aventure entrepreneuriale quand tu es en train de mener, et qui, moi, personnellement, me fascine, à la fois sur l'ambition et sur ce que vous êtes en train de déployer. Bref, je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui, et j'espère que vous apprécierez la conférence. Petite bio rapide, c'est moi qui m'y colle, et puis tu complètes si besoin. Tu as fait a priori à peu près du tourisme et de l'hôtellerie toute ta vie. C'est ton secteur à toi. Tu as beaucoup œuvré et bossé dans le groupe SNCF, au sens large. Tu as dirigé voyagesncf.com, je ne dis pas de bêtises non plus. Directrice générale de Gare et Connexion. Et peut-être on peut en toucher deux mots, mais tu as notamment travaillé sur le déploiement des offres Ouigo, les TGV Inouï et TGV Max, c'est ça? Tu veux nous en dire un mot sur ce passage-là, sur ce moment-là? Je m'occupais de TGV à l'époque et on avait fait le constat qu'il y avait attrition de clients, c'est-à-dire moins en moins de clients dans les trains et de plus en plus d'envie de voyager en train, en fait, c'est-à-dire dichotomie totale entre la réalité et puis finalement l'envie des gens. Et donc je me suis étant une convaincue que le train c'est formidable, je vais le dire un certain nombre de fois, je préviens, c'est celui qui arrive à compter le bon nombre, que le problème n'était pas dans le fait que les gens n'aient pas envie, mais dans le fait qu'on n'arrivait pas à leur proposer ce qu'il leur fallait. Si je prends l'exemple de TGV Max, qui est, j'espère qu'il y a des abonnés ici, pour les jeunes, illimité, avec juste une petite contrainte de ne pas prendre les trains en pointe. Et donc l'idée, c'était de se dire, c'est ceux qui voyagent le plus. Le seul truc, c'est que c'est trop cher, en fait. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas cher? On ne met pas les trains du vendredi soir. C'est assez basique, mais finalement, des choses simples, en général, c'est plus facile pour trouver son marché. Donc voilà un exemple. Cool. Et tu as quitté le groupe SNCF en 2020. Là, tu as plutôt un épisode où tu es au conseil d'administration de certaines boîtes canon, d'ailleurs, notamment des boîtes... de la tech, donc Criteo, qui est une petite légende de la Startup Nation à la française. Et là, tu en parleras mieux que moi, mais donc moi, ce qui m'a saisi dans ton parcours, dans ta nouvelle histoire, c'est que tu t'es dit, très bien, en fait, si je montais une compagnie ferroviaire. Voilà. Et comment ton parcours, t'es pas arrivé là par hasard, mais on se dit quand même, tiens, si je lançais des trains. Et donc, pour que tout le monde soit en phase, s'il y a 1 milliard là, c'est parce que Rachel, à deux, avec son associé, a levé 1 milliard d'euros pour acheter 12 TGV. Voilà. Tu nous expliques ça rentrait dans la boîte. Voilà. Tu nous expliques comment on passe c'est pas venu du jour au lendemain. La vérité, c'est que la première fois qu'on en a parlé un peu en blague avec une bande de potes, c'était en 2010. Donc, en vrai, ça remonte il y a longtemps. C'était même avant que je fasse du TGV chez SNCF. Après, j'ai oublié. En soirée entre potes, tu déconnes et tu dis, tiens, oui. Si on mettait une compagnie ferroviaire. Absolument. Soirée sympa. Oui, dans la baie d'Along. S'ennuyait. Trop bien. Et en fait, non, après, la vie a passé et j'ai fait d'autres choses. Et puis, petit à petit, je me suis forgé des tas de convictions sur ce que je vois, et notamment sur le fait que le train, c'est formidable. Et qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses, même si on a l'impression que tout existe déjà. En vrai, on peut inventer des tas de choses, même dans ces secteurs. Alors, c'est plus de la prouesse technologique, parce que mes TGV n'iront pas plus vite que ceux qui existent aujourd'hui. Finalement, c'est pas tellement ça le sujet.
Le sujet, c'est plutôt comment, au contraire, je redonne du temps dans ce qui se passe dans le train, en fait. Et entre les intuitions de marché que j'ai réussi à valider avant, les convictions qu'on peut encore faire plein de choses, après est venue l'envie. L'envie de le faire. Je l'ai beaucoup fait chez SNCF, avec Ouigo, avec TGV Max et plein d'autres choses. Et on a réussi à renverser complètement les choses et à faire 25% de croissance en 4 ans, qui était juste incroyable. Et donc l'envie de continuer, mais de le faire différemment. Et finalement d'apporter une autre manière de prendre le train, de vendre le train, de construire le train que celle qui existe aujourd'hui. Parce que ça fait du choix, ça fait petit, différent, et ça amènera quelque chose de nouveau sur le secteur. Qu'est-ce que tu as identifié sur le marché qui te permet de penser que... Alors, il y a évidemment l'ouverture à la concurrence, qui est un sujet de réglementation, qui change la donne. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il y avait de la place pour une compagnie ferroviaire, indépendante en plus, sur un marché aussi concurrentiel, avec des barrières à l'entrée aussi fortes. Et un acteur qui fait très bien évidemment un acteur qui est formidable. Dont on a déjà dit le nom. Absolument. En fait, quand on a fait Ouigo, au départ, c'était rien, il y avait 0. 4 ans après, il y avait 20 millions de personnes qui prenaient Ouigo chaque année, en fait. Donc, en fait, c'est un peu tout est possible. Et quand on est dans une grande maison comme celle-là, quand on a un peu des rêves ou qu'on se dit il faut rendre le train plus accessible, alors on a les moyens de le faire, mais on a énormément de freins et de contraintes. Bon, là, c'est tout l'inverse. Donc là, je suis repartie finalement avec le même constat, c'est qu'il y avait encore plein de choses à faire, et qui s'est cristallisé post-Covid. Parce qu'en fait, les trains sont pleins. Enfin, je ne sais pas si vous prenez de temps en temps le train pour aller à Paris, mais les TGV sont pleins et c'est de pire en pire. Il y a déjà des millions de gens qui ne peuvent pas prendre le train et ça va faire que croître parce que toutes les tendances de fond montrent que demain, il y aura de plus en plus de gens et il n'y a pas plus de capacité en fait. Et donc la réalité, c'est que c'est le bon moment. Et l'histoire du moment, c'est important parce que quand on démarre une entreprise, et vous le savez tous, on peut avoir une super idée, une super équipe, il y a une histoire de moment quand même. Et pour l'avoir déjà fait dans une vie antérieure, parce que je n'ai pas fait que des grands groupes, mais en vrai, j'ai fait des choses aussi à côté. Si on est même trop tôt, en fait, et que le marché n'est pas là et qu'on n'arrive pas à faire la connexion entre ce qui pourrait acheter et ce qu'on veut vendre, en fait, il se passe rien. Donc c'est ça qui a un peu accéléré, qui m'a poussé. Et le deuxième élément, c'est une rencontre avec mon associé dont tu parlais, Tim. On s'est rencontrés comme ça, par hasard, presque. Il est quand même dans le ferroviaire. Oui, c'est ça. Donc pas totalement par hasard. Mais c'est une somme de rencontres et du coup, avec tous les deux un peu cette idée ou cette envie ou ce rêve de dire quand même, n'en restons pas là et continuons d'essayer de faire bouger ce secteur, d'y amener autre chose. Il n'y a rien à enlever. Ce qui se passe, c'est vraiment, et en plus en France en particulier par rapport à d'autres pays, mais par contre, on peut faire plus et on peut faire d'autres choses différemment. Et petit détail, là, parce que tu es dans la ville, tu es dans une ville de conquête, c'est pour ça qu'on parle de l'Ouest. Pourquoi tu as choisi l'Ouest ? C'est quoi qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était de ce côté-là qu'il fallait aller ? Que j'adore les sablés nantais. Ouais. Si, c'est vrai. Au-delà du fait que c'est une région formidable, mais ça ne suffit pas pour faire un business plan. C'est une région où il y a des lignes à grande vitesse qui sont assez récentes, donc ça veut dire que c'est une région qui structurellement se développe. Il y a une dynamisme économique que vous connaissez, que vous vivez, que vous faites. Sur Bordeaux, sur Rennes, sur Nantes, qui n'est plus à démontrer. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est en croissance. Le deuxième, c'est un marché large. Souvent, dans le TGV, dans le train, on me dit tu vas cibler telle clientèle. C'est-à-dire que moi, je mets 600 personnes dans chaque train, chaque heure ou chaque 2 heures. Donc, il va falloir plus qu'une petite cible, en fait, parce qu'on parle tout de suite de millions de voyageurs. Donc, il faut adapter le marché. Et donc, je prends un marché où il y a du business, des gens qui se baladent. En plus, il faut des horaires différents, des jours différents. Dans la journée, c'est des gens qui sont de la famille, qui sont un peu écartelés. On le voit de plus en plus avec les gens qui vivent dans 2 endroits, à Paris,
peu à Nantes, des entreprises qui ont plusieurs sièges en fait. Donc tout ça, ça bouge. Et puis le dernier élément, c'est que contrairement à la partie est de la France, ça c'est un phénomène géographique, on n'est pas connecté à la mer, hein, l'océan même, et on n'est donc pas connecté à d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrents étrangers comme ceux qui remontent de l'Italie ou de l'Espagne, en fait, par Marseille, Lyon, ou ceux qui peuvent descendre du nord ou qui viennent de l'Allemagne par l'est, en fait. Donc cette zone est assez protégée. C'est ton village gaulois, quoi. Voilà, et permet, et ça fait partie des choses qui peuvent sécuriser des investisseurs, c'est pas trop, si j'ai une bonne idée que je fais les trucs bien, il y en a bien un autre qui va venir et qui va copier. Bon, au-delà des barrières à l'entrée dont on peut reparler, qui sont assez importantes, le fait qu'il n'y ait pas de concurrents immédiats potentiellement étrangers est aussi un élément pour préserver le marché et en tout cas notre arrivée et quelques années ensuite. Comment, est-ce qu'on se rappelle, vous avez levé 1 milliard. Vous avez financé 12 TGV, plus du fonds de roulement, j'imagine, pour financer le développement. Est-ce que les premiers trains roulent en 2028, c'est ça? Ouais, 2028. Okay. Qu'est-ce que tu vas faire Je me balade à Nantes. Je viens discuter avec toi. Trop bien. C'est sympa. Merci. Et comment vous êtes trouvé là avec ton associé? Parce que, effectivement, encore une fois, vous n'êtes que deux. C'est genre, moi, je ne connais pas beaucoup de startups qui ont levé 1 milliard à 2. Donc, je sais pas, vous faites quoi au quotidien? Je sais pas. C'est dur, quoi. Alors, beaucoup de choses. Non, mais comment vous êtes trouvés et comment, qu'est-ce qui a fait que ce match vous a permis de penser que on ne l'a pas écrit, on ne l'a pas décidé comme ça à la base, en fait. Hein. On s'est trouvé par un jeu de circonstances, en fait. C'est le hasard de la vie. Et il est, lui, très différent de moi et très complémentaire. Ce qui est à la fois, je vais dire une garantie, non. Enfin, en tout cas, ça te donne des chances de succès parce que moi, je connais très bien le marché, je sais faire venir des clients, voilà, tout ça, je comprends très bien. Lui, il est plutôt sur la partie financement et achat. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes. Moi, je fais de l'opérationnel, de la gestion. Lui, il est plutôt sur la partie les contrats juridiques et tout long terme, en fait. Donc en fait, on est très différents. D'ailleurs, même d'un point de vue caractère, on est aussi très différents, ce qui est bien aussi dans une équipe qu'on commence à constituer. Comme on dit, on peut avoir des sautes d'humeur ou des primes, mais jamais en même temps. C'est l'important. Et donc après, chacun a déployé à la fois ce qu'on sait faire, évidemment en étant au clair que l'autre apporte ce qu'il sait faire. Et puis, on n'est quand même pas que tout seul. Et on a mis avec nous beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous, qu'on a pu financer d'un côté, ou d'autres qu'on n'a pas pu financer, mais qui y ont cru aussi. Et c'est assez magique de voir ce que ça a créé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui viennent vers nous et qui, finalement, proposent une aide et qui, pendant cette période de recherche d'argent, ça a duré plusieurs années, quand même. Hein. J'imagine. Ouais. Ça n'a pas été un claquement de doigts. C'est et pas ça un a PowerPoint, été extrêmement douloureux. Ouais, non, non, il y en a des milliers de pages, en fait. Ouais. Donc on l'a écrit, on a écrit le BP. Et alors, ton deck investisseur fait 1000 pages? Ah bah, c'est une vraie data room, en fait. Hein. C'est une data room, en fait. Hein. Ouais, c'est une data room. Et il n'y a pas que des choses qu'on a écrites nous, il y en a beaucoup, mais il y a des choses qu'on a fait valider. Et ça, c'est un autre point, en tout cas, sur les investisseurs, quand ils sont sur des montants comme celui-ci. Et nous, c'est des investisseurs dans l'infrastructure, en fait. Ils sont habitués à avoir des choses concrètes. Et alors, le Greenfield, ils ne connaissent pas. Hein. Et donc, ils s'appuient toujours sur des avis d'experts, sur des éléments chiffrés. Et juste pour donner un petit exemple, les trains pleins, c'est bien. Moi, je le dis, ça fait un moment que je le dis, et que le trafic ne va faire que croître, etc. Mais bon, on me croit volontiers, mais quand même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé pendant quasiment 2 ans à faire du scrapping de prix avec un outil, sur tous les prix de tous les trains, tous les jours. Et pour arriver à déterminer quel était le moment où les trains se fermaient, c'est-à-dire qu'ils sont pleins, quelle était la montée des prix, donc à quel prix ils arrivaient, pour construire complètement un modèle qui dit tant de trains sont pleins, donc ça veut dire qu'il manque tant de passagers, etc. Et donc on a modélisé sur la base de ce qu'on a constaté, qui est du vrai chiffre de marché réel, tout ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, en fait, avec, pareil, des avis d'experts sur la croissance économique, les régions, Nantes en particulier, etc. Donc, pour pouvoir donner de la crédibilité à finalement ce qui était
chez moi une intuition puis une forte conviction. Tout ça à ce stade-là, rien, pas un copec. Hein. Donc il a fallu passer le cap d'après, et ça c'est ce que mon associé savait faire et que lui faisait fortement, et qui est une grosse différence avec quand on est dans une boîte industrielle, on arrive quand même à embarquer, parce qu'on a des tas de chiffres, on a des tas d'éléments en fait, sur lesquels on peut se baser. Là on n'avait rien. Donc quand même on en a construit quelques-uns pour pouvoir arriver avec des preuves. Entre le moment où vous avez l'idée, en tout cas vous vous lancez, et le moment où vous levez, il s'est passé, tu dis quoi ? 2 ans, okay. pas jusqu'à la levée, mais 2 ans jusqu'à ce qu'on trouve un fonds okay. avec qui on a fait le dernier bout du chemin, qui est de valider tout le business plan, en fait, c'est-à-dire la due deal avec lui, que lui a financé, en fait. Et on a fait la due deal avec lui. C'est tellement spécial que le comité d'investissement du fonds, qui normalement se fait sans les managers, là, ils nous ont demandé de venir et de pitcher nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est tellement spécifique et qu'on y amène à la fois, et là, pour le coup, on est revenu sur que même dans les grands fonds d'infra, c'est des êtres humains, sur le fait qu'on avait beaucoup de contenu, mais aussi la manière dont on le portait, dont on expliquait et dont on pouvait répondre à toutes les questions que ça suscite, faisait que ça apportait la deuxième partie de crédibilité, qui est quand même l'équipe qui porte le projet. Évidemment. Et ça fait quoi d'avoir 1 milliard sur son compte en banque ? Je suis sûr que je pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as ouvert... pas trop celle-là. C'est vrai ? Mais moi, tu as ouvert le mail, tu ouvres ton truc. Est-ce que tu as reçu une petite enveloppe avec ton bulletin bancaire là ? Tu me vois 1 milliard. Non, il n'y avait pas autant apparemment. Non, il n'y avait pas autant. Puisque, comme tu l'as dit, du fonds de roulement, il va, et puis on n'a pas, voilà. Par contre, on a fait un bon chèque Alstom, oui, ça je confirme. Donc il y a eu 24 heures où quand même ça faisait dis donc. Non, non, tu m'as confié que tu avais hésité à partir quand même. Ouais, non, les Bahamas, c'est vrai que c'était sympa et tentant, mais non, je plaisantais, elle n'a pas hésité. Non, mais évidemment que non, parce que quand on est embarqué dans un projet comme ça, on ne vit plus que pour ça. Et puis sinon, tu vas en prison, ce qui est quand même un problème. Mais ça m'a pas traversé l'esprit. Non, mais c'est bien plus enthousiasmant d'arriver à faire ça que de vivre aux Bahamas, hein, je t'assure. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu te considères comme une start-up ? Alors, si je regarde le petit bureau dans lequel on est, dans une arrière-cour chez Morning, oui, okay. Où on est 2, quelques jours par semaine. Alors, on est un peu plus, une petite dizaine maintenant, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent avec nous. Complètement. On fait tout nous-mêmes, on démarre tout. Si je me projette à 4 ans, plus du tout en fait, parce qu'en vrai, on fait... la particularité de ce qu'on fait, c'est que c'est 0,1. C'est-à-dire que et la levée de fonds, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les séries. En fait, quoi. Oui, 0,12 si tu veux, mais dans le sens informatique du... c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de série, on est obligé d'acheter tous les trains en même temps, donc de faire le gros chèque à Alstom pour qu'ils puissent produire une série. Et on est obligé d'avoir une flotte minimum, sinon, parce qu'on fait construire un atelier de maintenance aussi, tant qu'à faire, à côté de Bordeaux. Donc en fait, et on crée un système opérationnel d'une compagnie ferroviaire, en fait, d'une compagnie de train. Et donc faire rouler un train, évidemment, économiquement, ça n'a pas de sens. Donc il faut une quantité minimum. Et donc un jour, on est start-up, il y a toujours rien, on prépare. Et puis le lendemain, on a une opération, on a des trains qui vont circuler entre Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux. Et des trains, on y met quelques centaines de personnes, ça roule à 300 km/h, c'est plusieurs centaines de tonnes et c'est extrêmement dangereux. C'est pas dangereux le train, mais il y a quand même des sujets de sécurité derrière avec lesquels on ne rigole pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de bêta. Voilà, non, oui, mais dans ma vie d'avant, j'en ai fait beaucoup, donc c'est trop sympa ça. Et les grandes marques qu'on connaît bien dans le digital en font beaucoup. Mais là, c'est pas autorisé. T'as pas de minimum viable product, quoi. Eh non, pas sur la partie, non, sur rien en fait, parce que les billets, il faut pouvoir les vendre, les gens, il faut pouvoir les amener, les trains, il faut qu'ils arrivent, qu'ils sortent du dépôt, etc. Il faut que j'arrive à matcher les deux. Enfin bon, donc en fait, ça doit tourner parfaitement huilé dès le premier jour. Et c'est ça qui est compliqué dans ce qu'on fait là. Et même dans les recrutements qu'on fait, c'est-à-dire on cherche des gens qui ont cette compétence et cette expertise très forte, parce que j'ai pas le temps de leur apprendre en fait. Mais en même temps, on démarre de rien.
C'est quoi la feuille de route enfin, les grandes étapes de recrutement là donc tu dis les premiers trains 2028, c'est ça l'échéance? Bah là, c'est de constituer l'équipe le noyau, en fait, qui est le cœur. Donc sur mon LinkedIn, hein, n'hésitez pas. Merci pour la pub. Talent exigé. Total. Évidemment, tout ce qui est structurant, l'informatique, le marketing, la finance, hein, on a déjà un peu. Les opérations, ce qui va vraiment faire les piliers. Et puis après, à partir de ça, on va élargir un peu. Mais on démarre avec peu de gens. On n'a pas besoin d'être si nombreux. Mais on a besoin de gens qui comprennent ce qu'on fait, ce qu'on veut faire surtout, qui vont l'attraper et puis qui vont dérouler et qui vont organiser les choses jusqu'à... Voilà. On a un énorme master plan, un grand programme, trop beau. Et il faut rentrer là-dedans. En 2028, vous êtes combien quand les premiers trains roulent? En 2028, on va être 300 en interne, plus pas mal de gens en externe. Il y a quelques opportunités de recrutement, donc. Eh bien oui. De fait. Bah après, c'est-à-dire qu'on a des conducteurs de train, on a des gens à l'atelier de maintenance, on a des gens en gare, on a des gens à l'IT, au marketing, enfin partout. C'est une entreprise complète, à la finance. Voilà. Tu m'as briefé avant l'entretien en me disant que tu n'allais rien me révéler, puisque à la fois Proxima Project, si ça s'appelle Proxima Project, c'est parce que ça ne s'appellera pas comme ça demain, parce que c'est un projet. Et à la fois, tu dis que tu veux rien révéler de ce qui sera de ce que seront tes différenciateurs demain, parce que je comprends bien volontiers. Mais tu veux pas nous dire quand même quels sont tes... On est entre nous là. Tu peux éteindre les caméras? Non, mais comment sans rentrer dans les détails, on parlait du petit bouton sur le côté là que tu allumes avec la hanche. Est-ce que ça, tu pourras l'enlever ou pas dans les wagons? Plus sérieusement, qu'est-ce qui te fait penser que tu vas trouver ta place face à un acteur que tu connais bien, qui a autant d'expérience, même si parfois elle est discutée, une expérience client qui n'est pas si dégueu quand même. C'est quoi ton sweet spot à toi là dans tout ça? Merci d'avoir posé la question, Grégory. Je t'en prie. Et sans révéler rien de ton offre, en fait. Ne t'inquiète pas. Ah bah je sais bien que tu ne révéleras pas. Elle m'a dit, tu sais, même au JT de TF1, ils n'ont pas réussi. Je dis, bon, j'essaierai quand même. Donc d'abord, j'ai 12 TGV. SNCF en a 350. Ouais. Je veux dire, on n'est pas dans le même monde, en fait. Hein. En fait, 300, ils sont 170 000. On ne peut pas être pareil. Hein. Ce n'est pas possible. Donc la manière dont nous, on prend le sujet, on commence par le bouton. En fait, on commence par la vie des gens. C'est-à-dire qu'on commence par regarder ce qui se passe. Et on observe ça. Et moi, je prends chaque chose qu'on me dit. Là, j'ai encore entendu des trucs tout à l'heure. Donc, toutes les opportunités sont bonnes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui pourrait se passer. Parce qu'en fait, pardon de le dire, mais les clients sont peu créatifs sur ce qu'ils voudraient. Parce que c'est vrai que c'est super ce qu'on a déjà. Et donc moi, ce que je fais beaucoup, c'est observer ce qui ne se passe pas aussi et me dire, tiens, là, il pourrait y avoir ça. Voilà finalement comment les gens... Et à parler. Et à observer aussi beaucoup ce qui se passe dans d'autres secteurs. Et je reprends TGV Max. C'est une inspiration de la carte Gaumont, le cinéma par exemple. Okay. Donc ça aussi, c'est aller chercher des choses pour faire de l'innovation dans un secteur où quand même on se dit que tout est à peu près fait. En tout cas, l'innovation technologique, en vrai, il y a plein de choses à faire. Et de temps en temps, je me dis la même chose que toi. Hein. J'ai beaucoup de doutes à peu près toutes les nuits de 4h à 6h. Et je me dis, là, non, mais en fait, les trains ils vont être pareils et ça sera tout pareil. Et, bon, puis, voilà, puis après, je me dis, mais non, mais il y a ça quand même, il y a ça. Et en fait, la somme de petites choses, de petits gestes, d'attention et surtout de la manière dont on pense les choses, c'est-à-dire c'est pas depuis Paris, mais c'est plutôt d'ici, dont voilà. Pourquoi tel horaire? Parce que c'est tel type de comportement. Et en fait, on regarde tout à la loupe. Et cette somme de choses fera qu'in fine, l'ensemble sera cohérent et différent. On parle beaucoup en start-up et dans l'entrepreneuriat de user research. Comment vous le menez? Je veux dire, j'imagine qu'il y a un peu de feedback continu. Ou d'analyse continue, mais est-ce que vous organisez ça concrètement? Comment, ou est-ce que vous allez le faire d'ailleurs? Parce qu'il y a, malgré tout, tu feras peut-être pas de MVP, mais peut-être que tu feras des tests utilisateurs, j'imagine que ça fait partie du truc. Ah, j'en fais plein déjà. Ouais.
On est sur les sièges, là, par exemple, qui est un point évidemment important. On passe 2 heures assis dessus. A priori. Bon, un siège, c'est un siège, tu me diras. Hein. Bon, ben non, pas tout à fait. Donc en fait, alors d'abord, ça fait suffisamment longtemps que je fréquente les trains pour avoir entendu, vu, constaté des choses. Donc ça, il y a une première. Ton expérience. Voilà, exactement. Après, il faut avoir les yeux ouverts et puis regarder. Alors j'ai des photos dans mon téléphone de tous les sièges, de tous les modes de transport, de toute l'Europe. Ok. Après, j'ai des amis Chelou. qui étaient en Asie totale. Hein. Et je me balade avec mon maître. Je suis là. Donc j'ai une base de données avec toutes les tablettes de tous les sièges C'est qui de la dame toute qui l'Europe. mesure les trucs dans le... Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est comme ça que tu prends les trucs et que je me suis dit, bah, la bonne taille de tablette, c'est ça. Parce que, voilà, in fine, c'est quand même de l'expérience utilisateur. Après, il ne faut pas calquer l'expérience de tout le monde sur la sienne. Ça, c'est un danger dans le train qui est très courant. En particulier mon expérience de Parisien qui voyage en première classe et tout ça. Ça, c'est pas la vie. Hein. Donc voilà, et c'est autre chose la vie. Donc, mais quand on regarde, on voit des tas de choses. Et alors après les 10 sièges, ben, j'étais en République tchèque et je me suis assise dessus et je les machin et on a fait faire les 3D et le lendemain ils m'ont printé tout ça et on a réessayé autre chose, etc. Voilà, j'ai fait 4 heures de bagnole dans la neige pour aller m'asseoir dans un siège. Et donc, mais tu vois, ça c'est des choses que nous on fait, qu'on ne fait pas partout. Évidemment. Maintenant, vous pouvez venir le tester en 2028. Est-ce qu'il reste 3-4 minutes là? Est-ce qu'il y a une question? On est OK pour prendre une question? Ce serait con que tu me dises non. Ouais, il y a une main là-bas. On voit malgré l'énorme phare blanc qu'on a là. Il faut que tu te lèves. Ah oui, c'est bon. Il faut l'injonction tout de gré. suite. Merci pour l'intervention. Moi, je travaille dans la stratégie d'acquisition, pas chez un orthophoniste en tout cas, et de recrutement. J'avais une question alors qui est somme toute millième degré, mais en même temps, en fait, j'espère qu'il y a du fond. C'est sans prétention, j'espère. Il faut la poser, monsieur, maintenant. Ouais, maintenant c'est bon, c'est parti. On parlait de recrutement tout à l'heure. Est-ce que dans les scorecards ou la grille d'évaluation, la première question ce sera d'évaluer l'aptitude à la ponctualité? Et de deux, en fait, savoir si la personne est pour le présentiel ou le distanciel. Voilà. Pas dans les trains, on travaille, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Alors, la ponctualité, c'est évidemment un sujet absolument clé pour tous les modes de transport. Hein. Il y a pas, enfin, sauf la voiture, parce que ça, si tout le monde est en retard en bagnole, mais ça crie jamais. Ouais. Ah non, c'est vrai. C'est beaucoup plus en retard que les trains et ça crie beaucoup moins. Le train est formidable. Voilà. Tu vois, il me dit. La ponctualité en France, elle est nettement meilleure que dans tous les autres pays d'Europe, juste que vous le sachiez. On se plaint beaucoup, mais la réalité, c'est que la qualité du service est très très bonne, mais on peut toujours faire mieux. Et ça, c'est pareil, hein, les plats de spaghettis des grands systèmes, faut tirer les spaghettis un par un, aller comprendre les routes causes, vous allez me suivre là, aller faire, quand on a beaucoup de données, on peut faire très facilement aller chercher quelques algorithmes pour comprendre ce qui se passait au fond et quels sont les phénomènes qui se passent et qui engendrent toujours le même output. C'est pareil que partout ailleurs. Et donc ça se traite en fait, hein, d'un point de vue opérationnel. Et après, moi je crois beaucoup, et ça c'est peut-être une différence aussi, mais parce qu'on peut le faire quand on est petit, l'autonomie des équipes en local permet de faire des miracles. Hein. Les gens qui font les cheminots, comme on dit, les gens qui font le chemin de fer sont des gens passionnés par leur métier. Et qui ont envie que ça se passe bien et de faire un service parfait. Et donc, quand vous prenez toute cette énergie, ce savoir-faire, vous arrivez à des trucs incroyables. Et après, pour la deuxième question, moite-moite. Allez, encore une question? Oui, bonjour. Je voulais simplement savoir comment votre ancien employeur, la SNCF, vit tout ça. Vous devez avoir encore des relations avec sans doute des anciens salariés. Comment ils ont réagi? Vous avez reçu beaucoup de mails, beaucoup de textos. Pour l'anecdote, j'ai un pote qui bosse à la SNCF qui m'a dit « Est-ce que tu aurais des places gratos? Parce que des équipes qui veulent venir voir Rachel Picard. » Il voulait 1 heure de... Il y en a dans la salle ou pas? Je crois pas. Il n'y a pas de la DSI là qui est là? Non, je crois pas. Si. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à la DSI à Nantes, hein, donc je les aime beaucoup.
D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, nous on vient en complément de ce que fait SNCF aujourd'hui. À aucun moment, faudrait être fou pour dire qu'on vient même concurrencer. Pour moi, c'est pas le sujet en fait, vraiment pas. D'abord, il y a de la place pour tout le monde. Je vous l'ai dit, il y a des millions de gens qui veulent prendre le train qui n'y arrivent pas, donc ça va être sans douleur. Ce qu'on vient faire, c'est apporter quelque chose de différent. On peut aller chercher des petites cibles qui ne sont pas forcément travaillées aujourd'hui quand on est très très grand. On a une loupe en fait sur des trucs qui sont tout petits vus d'une grande maison. Je suis bien placée pour le savoir. Il y a même des choses qu'on veut faire qu'on n'y arrive pas parce que c'est pas déployable sur si grand, c'est tellement grand. Donc ça ouvre d'autres portes et ça permet d'aller faire un complément. Et ça n'est intéressant parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse au fond, c'est de faire bouger les choses en grand en fait. Et donc c'est aussi que ça amène de la qualité de service. Et c'est pas que la ponctualité, il y a plein d'autres choses. Et que ça fasse aussi bouger la perception des gens. Et le fait d'avoir le choix, ça fait bouger la perception. Le fait d'être obligé, on n'aime jamais. Même si c'est bien quand même, j'ai pas choisi. Ça, si j'ai le choix, j'ai mes critères de choix et je peux préférer SNCF. Et on ne peut pas comparer la qualité de service. En fait, s'il y a pas de... Oui, absolument. Donc rien que le fait que ça existe, et les gens d'Air France vous le disent, ceux qui étaient là à l'époque, quand les concurrents sont arrivés sur les lignes régionales, ça a complètement changé, y compris la perception des voyageurs. Parce que tout d'un coup, c'est eux qui choisissaient, ils subissaient plus, ils étaient acteurs en fait de ce qu'ils faisaient. On parlait tout à l'heure de Trenitalia, ça se passe très bien pour SNCF en face, le Paris-Lyon va toujours très bien. Donc c'est la vie normale, il y a une phase de passer de monopole à plus monopole. Bon, c'est arrivé, alors la téléphonie, ça c'est pareil, au début ça a été compliqué, puis in fine aujourd'hui tout le monde dit qu'Orange est formidable et que c'est faire, Bouygues, etc. Tout ça vit normalement et chacun choisit en fonction des moments. D'ailleurs, il n'y a pas de choix radical en fait. C'est comme les compagnies aériennes, vous prenez, je ne donnerai pas de marque, des avions orange, des avions bleus, des avions verts, ce que vous voulez en fonction des moments. Et c'est ça qui fait la richesse. Vous aurez plus d'horaires, vous aurez plus de choix, vous aurez plus de types de prix, etc. Et puis chacun choisira et c'est comme ça que ça se passe bien. Honnêtement, c'est vrai que ça paraît une révolution, mais en vrai, c'est tout petit en quantité. L'impact est petit. Par contre, en symbole et en réalité, c'est vrai que ça fera changer, mais aussi parce que l'ensemble de l'écosystème va bouger. Eh bien, 1 milliard d'applaudissements pour toi, Rachel. Merci, c'était top. Merci,